La pluie pressa doucement contre la haute fenêtre, comme si elle aussi souhaitait entrer et entendre la vérité que Lady Isabella Montgomery avait évitée toute la journée. Le ciel au-dessus de New York était gris et lourd, et la rue étroite sous l'hôtel particulier de son père brillait de pierres mouillées. Isabella se tenait immobile, sa main reposant contre le verre froid, regardant la pluie tomber en ligne lente. Elle ne pleura pas. Elle avait appris il y a longtemps que les larmes ne résolvaient rien. Derrière elle, une chaise racla sur le sol. « Isabella, » dit son père, « m'écoutes-tu? » Elle se tourna aussitôt. Le comte de Westmoreland semblait plus vieux que son âge maintenant. Ses épaules n'étaient plus droites, ses yeux n'étaient plus fiers. Des papiers gisaient éparpillés sur son bureau comme des feuilles tombées, et dans sa main tremblante, il tenait une lettre scellée de cire sombre. « Oui, père, » dit Isabella calmement. « J'écoute. » Le duc de Blackthorn a accepté, dit-il, soulevant la lettre comme si elle était à la fois une bénédiction et une malédiction. L'arrangement est réglé. Isabella hocha la tête, elle s'était attendue à cela. Pourtant, quelque chose de serré se forma dans sa poitrine. « Donc c'est décidé, » dit-elle. « Je dois épouser un homme que je n'ai jamais rencontré. » Son père expira lentement. « Ce mariage nous sauvera. Nos dettes seront payées. Notre nom sera restauré. Sans cela, nous perdrons tout. »« Et que gagne le duc ?» demanda Isabella. « Une étrangère pour épouse. Il gagne une femme respectable d'une bonne famille, » répondit son père. « Et il gagne une mère pour ses enfants. » Les doigts d'Isabella se serrèrent dans des plis de sa robe bleue. C'était une des dernières belles robes qu'elle possédait, faite avant que leur argent ne disparaisse. « J'ai entendu des choses sur lui, » dit-elle doucement. « On dit qu'il est froid, que sa première femme est morte et que quelque chose en lui que se morde avec elle. » Son père détourna le regard. « Les gens parlent toujours. Le duc est un homme puissant, respecté, craigné. Il a vécu avec honneur et amour ?» demanda Isabella doucement. Son père ne répondit pas. Plus tard cette nuit-là, Isabella s'assit devant sa coiffeuse, tandis que sa femme de chambre Martha brossait ses cheveux châtains. La lumière des bougies vacillait à travers le miroir. « Est-ce vrai? » demanda Isabella. « Que le manoir de Blackthorn est un endroit sombre. » Martha hésita. « Ma cousine vit près du domaine, dit-elle. Le duc était autrefois gentil, souriait souvent, mais après le décès de sa femme, il est devenu silencieux. La maison suivit son humeur, et les enfants, 2 petites filles, Charlotte a 7 ans, Emma en a 5, des enfants calmes gardés principalement dans la chambre d'enfants. Les yeux d'Isabella s'adoucirent. Des enfants sans mère ont besoin de chaleur. « Vous avez toujours eu un cœur doux, » dit Martha. « Vous souvenez-vous des enfants de la ferme à qui vous lisiez des histoires? » « Oui, » dit Isabella, « avant que nous perdions tout. » Elle leva le menton. « Je n'ai pas choisi cette vie, mais je n'y entrerai pas faible. » Le soir suivant, la grande salle de bal de la maison de Lady Harrington brillait de lumière de bougies. La musique flottait dans l'air tandis qu'Isabella entrait au bras de son père. Elle portait de la soie ivoire brodée de fils verts, sa dernière robe élégante. Des murmures la suivirent. « C'est la fille qui épousera Blackthorn. Pauvre chose. » Puis la pièce devint silencieuse. Le duc de Blackthorn annonça le majordome. Isabella leva les yeux. Il se tenait grand et immobile, vêtu de noir, sa présence lourde et imposante. Ses cheveux foncés étaient touchés d'argent, ses yeux gris vifs et distants. Son visage ne montrait aucune chaleur, aucune curiosité, seulement du contrôle. Quand il l'atteignit, il s'inclina et prit sa main. « Lady Isabella, » dit-il, « je suis sûr que vous comprenez l'arrangement. »« Je le fais, » répondit-elle. « Bien, je ne me soucie pas des discours inutiles. » Ses mots étaient calmes, mais ils piquaient. « Vous gérerez ma maisonnée et élèverez mes filles, » continua-t-il. « C'est tout. » Elle rencontra son regard. « Alors nous sommes d'accord. Ceci est un arrangement d'affaires. »« Oui, dit-il, il paye, mais exactement.
Ils dansèrent. Ses pas étaient parfaits. Son toucher était prudent et distant. « Voyez-vous souvent vos filles? » demanda-t-elle. « Elles me sont présentées les dimanches, dit-il. C'est suffisant. » Son cœur souffrait pour les enfants qu'elle n'avait pas encore rencontrés. 3 semaines plus tard, dans une église calme, Isabella se tint à côté de lui tandis que les vœux étaient prononcés. Son baiser fut bref et froid. Alors qu'il se détournait, il se pencha près. « Mon cœur est mort avec la mère de mes enfants, » murmura-t-il. « N'attendez pas plus. » Isabella sourit pour les invités, mais à l'intérieur, quelque chose se durcit. La calèche l'emporta loin de la ville vers le manoir de Blackthorn. Le duc lut des documents en silence. Au crépuscule, le manoir apparut à travers les arbres. Vieilles pierres, hautes fenêtres, plus d'ombre que de lumière. À l'intérieur, des serviteurs bordaient le couloir. « Bienvenue, votre grâce, » dit le majordome. 2 petites filles attendaient près du feu. « Ceci est votre nouvelle duchesse, » dit le duc. « Elle vous élèvera. » Isabella s'agenouilla devant elle. « Je suis ravie de vous rencontrer, » dit-elle doucement. Elles firent une révérence parfaitement. Cette nuit-là, Isabella se tint seule près de sa fenêtre, fixant les sombres jardins. « Cette maison a besoin de lumière, » murmura-t-elle, « et ses enfants ont besoin d'amour. » Le duc croyait que son cœur était mort. Isabella ne le fit pas, et elle ne laisserait pas cette maison rester gelée pour toujours. La vie au manoir de Blackthorn s'installa dans un rythme calme, bien que le silence se sentît lourd plutôt que paisible. Isabella apprit rapidement que la maison suivait les habitudes du duc. Les repas étaient pris à des heures exactes. Les serviteurs se déplaçaient doucement, ne parlant que si nécessaire. Le rire ne résonnait pas dans les couloirs. Même les horloges semblaient tic-taquer plus doucement qu'elles ne devraient. Le duc garda ses distances. Au dîner, il ne parlait que d'affaires du domaine ou d'affaires commerciales. Quand le repas se termina, il partit aussitôt, se retirant dans son bureau ou sortant à cheval avant l'aube. Isabella ne le questionna pas. Elle observa, écouta et attendit. Chaque matin, elle visitait la chambre d'enfant. Charlotte la salua avec des manières parfaites, son dos droit, ses mains jointes. Emma la regardait avec de grands yeux, la curiosité luttant avec la timidité. La gouvernante, Mademoiselle Winters, se tenait près, corrigeant la posture, le ton et chaque petit mouvement. Isabella ne la défia pas au début. Elle observa comment les enfants se comportaient, comment ils ne parlaient que lorsqu'on leur parlait, comment Emma tressaillait quand elle renversait de l'encre, comment Charlotte s'excusait pour des choses qui n'avaient pas besoin d'excuses du tout. Un soir, Isabella demanda doucement, « Puis-je vous lire ce soir? » Mademoiselle Winters fronça les sourcils. « Leur emploi du temps est strict, votre grâce. » « Ce soir, » dit Isabella doucement mais fermement, « j'aimerais lire. » Elle choisit une histoire simple sur une fille courageuse qui sauva son village par la gentillesse plutôt que par la force. Tandis qu'elle lisait, Emma se pencha plus près. Charlotte écouta calmement, mais ses yeux brillaient. Quand l'histoire se termina, Emma sourit. « J'aime mieux celle-là. » Isabella les borda elle-même. Plus tard cette nuit-là, un petit coup vint à sa porte. Emma se tenait là dans sa chemise de nuit, serrant un lapin en peluche usée. « Je voulais dire bonne nuit encore, » murmura-t-elle. Isabella s'agenouilla et embrassa son front. « Vous êtes toujours la bienvenue. » Quelque chose de chaud s'agita dans la poitrine d'Isabella. C'était là qu'elle appartenait. Des semaines passèrent. L'automne s'approfondit. Isabella apporta de petits changements. Promenade dans le jardin, temps de dessin, musique l'après-midi. Mademoiselle Winters objectait souvent, mais Isabella n'éleva jamais la voix. L'autorité n'avait pas besoin de crier. Un après-midi, Emma courut dans la bibliothèque en larmes. Elle la prit. Emma sanglota. Elle a dit « Je suis trop vieille. » Isabella s'agenouilla aussitôt. Qu'a-t-elle pris? Mon lapin. Isabella alla directement à la salle de classe. Mademoiselle Winters, dit-elle calmement, rendez-le.
Cela encourage l'attachement enfantin, répondit la gouvernante sèchement. Elle a 5 ans, dit Isabella, et allez, elle le récupérera. Mademoiselle Winters hésita, puis obéit. Ce soir-là, le duc apparut à la porte d'Isabella. Il y a eu un incident, dit-il froidement. Il y en a eu un, répondit Isabella calmement. Votre fille pleurait. Je préfère l'ordre et je préfère la gentillesse, dit Isabella. Les enfants ont besoin de plus que des règles. Vous oubliez votre place. Je m'en souviens très bien, répondit-elle. Je suis leur belle-mère. Pendant un long moment, il ne dit rien. Elle semblait plus calme, admit-il finalement. Vous pouvez continuer vos visites. C'était une petite victoire, mais Isabella la ressentit profondément. Peu après, le duc partit pour affaires. Pendant son absence, Isabella fut priée d'assister à une réunion de charité à sa place. Beaucoup attendaient un peu d'elle. Elle les surprit. Elle parla avec intelligence et une confiance tranquille. Des invitations suivirent. Le respect grandit. Un cadeau arriva du duc, un beau châle. Pas de mots. Isabella comprit. C'était d'une reconnaissance. Quand des rapports troublants arrivèrent concernant des conditions dangereuses dans une des mines du duc, Isabella n'attendit pas. Elle s'y rendit elle-même. Ce qu'elle vit la choqua. Des enfants travaillaient de longues heures, des tunnels craquaient, l'air épais de poussière. Elle ordonna des changements, réparations, heures plus courtes, meilleurs soins. Quand le duc revint, il fut furieux. « Vous avez dépassé votre autorité. »« J'ai sauvé des vies, » dit Isabella. Il lut ses rapports en silence. « Les changements tiendront, » dit-il enfin. Quelque chose changea entre eux. L'hiver vint. Isabella suggéra des décorations de Noël. « Au début, » dit-il doucement, « je ne pouvais pas les supporter. »« Alors, honorons sa mémoire, » répondit Isabella. « Pas l'enterrer, » il accepta. La maison se remplit de verdure et de lumière. Le serviteur sourit. Les enfants rirent. Le soir de Noël, il regarda Charlotte et Emma près de l'arbre. « Votre mère aimait cette saison, » dit-il. Plus tard, il donna à Isabella un livre de poésie. « Vous l'avez cité une fois, » dit-il. « J'ai remarqué. » Elle lui donna des tableaux des enfants. « Catherine les esquissait, » dit-il doucement. Pour la première fois, il prononça son nom à voix haute. Cette nuit-là, quelque chose dégela, et pour la première fois depuis son jour de mariage, Isabella crut que même un cœur gelé pourrait encore être en vie. Le printemps vint lentement au manoir de Blackthorn, comme si la terre elle-même avait besoin de temps pour faire confiance à la chaleur à nouveau. Des bourgeons apparurent sur des branches nues et du vert pâle s'étendit à travers les champs. Isabella accueillit le changement, sentant que quelque chose à l'intérieur de la maison changeait aussi. Le duc n'évitait plus la chambre d'enfant. Au début, ses visites furent brèves et maladroites. Il se tenait près de la porte, les mains derrière le dos, regardant Charlotte pratiquer ses leçons, ou Emma dessiner des images à la petite table. Les enfants se raidirent quand il entra, mais Isabella remarqua comment ses yeux s'adoucissaient quand il pensait que personne ne regardait. Un après-midi, Emma leva une image. « Je nous ai dessiné, » dit-elle. Le duc hésita, puis s'approcha. « Tu as inclus les roses ?» observa-t-il doucement. « C'était un des préférés de maman, » dit Emma. Quelque chose passa sur son visage aigu et douloureux. Mais il hocha la tête. « Oui, et elle l'était. » Cette nuit-là, Isabella le trouva debout seul dans le jardin, fixant les rosiers maintenant en fleurs. « Elle aimait cet endroit, » dit-il sans se tourner. « Je l'ai laissé mourir. »« Vous étiez en deuil, » répondit Isabella. « Le deuil fait disparaître les gens de leur propre vie. » Il fut silencieux pendant un long moment. « Je pensais que garder tout inchangé était du respect, » dit-il finalement. Mais c'était de la peur. Avant qu'elle ne puisse répondre, un visiteur arriva inopinément. James Harlow, le frère de la défunte duchesse, exigea de voir le duc. Son arrivée apporta une tension assez épaisse pour être goûtée. « Vous n'aviez pas le droit de le laisser rester, » dit le duc sèchement à Isabella. « Il mérite d'être entendu, » répondit-elle calmement.
Et vous aussi. Arlo l'accusa ouvertement, répétant de vieilles blessures, de vieux reproches. Il parla de lettres, de peur, de suspicion. Isabella écouta, puis elle demanda la vérité. Enfin, le duc se brisa. Il parla de travail politique secret, de réforme du travail des enfants, de temps passé dans des conditions dangereuses pour recueillir des preuves. Il parla de lettres que Catherine avait mal comprises, de silence destiné à protéger une cause. Arlo ne le crut pas. Jusqu'à ce qu'Isabella suggère le conservatoire, ils trouvèrent le journal intime caché à l'intérieur d'un bureau. Catherine avait aimé. Page par page, la vérité se dévoila. Catherine n'avait pas craint la trahison. Elle avait craint de le perdre. Elle croyait qu'il se tuait lentement pour une cause qu'il n'avait jamais partagée avec elle. Elle avait écrit avec colère, peur et amour. La pièce devint silencieuse. « J'avais tort, » dit Arlo finalement, sa voix se brisant. « Je vous ai blâmé parce que j'avais besoin de quelqu'un à blâmer. » Le duc ferma le journal intime avec des mains tremblantes, et je me suis caché de la vérité parce qu'elle faisait trop mal à affronter. Pour la première fois depuis des années, la mémoire de Catherine ne se tenait plus entre eux comme un mur. Elle devint un pont. Arlo partit avec des excuses et de la paix. Il n'avait pas connu depuis des années. Ce soir-là, le duc s'assit seul, le journal intime reposant sur son genou. « Je lui ai manqué, » dit-il doucement quand Isabella le rejoignit. « Vous l'avez aimé, » répondit Isabella. « Et l'amour ne disparaît pas à cause d'erreurs. » Il la regarda alors, la regarda vraiment. « Vous avez ramené la lumière dans cette maison, » dit-il. « Dans mes enfants, en moi. » Il tendit la main vers elle, incertain. Elle ne se retira pas. « Je vous ai dit que mon cœur était mort, » continua-t-il. « Je le croyais, et maintenant, » demanda-t-elle doucement. « J'avais tort. » Il l'embrassa alors, non avec devoir ou formalité, mais avec soin, avec sentiment. À partir de ce jour, la maison changea ouvertement. Le rire revint. Les repas s'étirèrent plus longtemps. Le duc marcha avec ses filles à travers les jardins, écouta Charlotte jouer de la musique, permet à Emma de tresser ses cheveux avec des fleurs. Un après-midi, ils s'assirent sous un vieux chêne. Emma portait une couronne de fleurs sauvages. Charlotte lut de la poésie à voix haute. Isabella s'appuya contre l'épaule du duc. « Je pensais que d'aimer à nouveau trahirait Catherine, » dit-il doucement. « Maintenant, je sais que cela l'honore. » Isabella sourit. Ce qui commença comme devoir devint dévotion. Ce qui commença comme silence devint vérité. Et le duc, qui murmura autrefois que son cœur appartenait à une autre, tenait maintenant la main d'Isabella ouvertement, sachant que son cœur avait retrouvé son chemin vers la maison